Actu Média. Actu Média. Actu Média sur Radio Laser. 95.9 FM. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser, à la Cantora de Sciences. Et nous recevons comme tous les mois Marion Guillemin. Bonjour Marion. Bonjour Bernard, bonjour à toutes et à tous. Et nous allons parler donc du numéro du mois de mai de Science Ouest. Alors il y a au menu entre autres le dossier, il y a le problème de la méthanisation, le grand cormoran, d'autres aspects sur le cerveau, etc. On va vous parler un peu de tout ça. Donc Marion, le dossier c'est sur la mer, qui est le plus grand musée du monde, avec plus de 3 millions, c'est une estimation, d'épaves qui seraient au fond des océans. Vous pouvez nous préciser tout cela, Marion, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Alors après notre numéro d'avril où on était parti dans les Landes et les Tourbières, cette fois on vous emmène sous l'eau. Ouais. On a choisi de parler de l'archéologie marine. Parce que comme vous le dites très bien, on dit que la mer est le plus grand musée du monde parce que finalement il y a énormément d'épaves. Alors effectivement c'est une estimation parce que on ne sait pas tout ce qu'il y a. Il y en a aussi qui ont été certainement dégradés, qui ont disparu. Donc c'est très difficile d'avoir un chiffre très précis. En tout cas nous on est revenus sur les premières explorations. Comment on est arrivé à cette discipline qu'on connaît aujourd'hui, l'archéologie marine. Mais il faut savoir qu'au départ des plongeurs, alors on est remonté jusqu'à l'Antiquité, des plongeurs romains étaient missionnés en apnée là, oui. Voilà, pour aller fouiller en fait les navires et pour récupérer les cargaisons. Donc au départ c'était vraiment pour récupérer du matériel. Et puis petit à petit en fait il y a vraiment eu une prise de conscience que les épaves pouvaient avoir un autre intérêt que l'intérêt commercial. Et donc voilà, il y a eu différents plongeurs, puis des vraiment spécialistes. C'est devenu un métier en fait d'archéologue d'aller explorer ces différents vestiges. Donc on est revenu sur les premières explorations, sur les différentes innovations aussi qui a pu permettre à cette discipline de progresser. Finalement, en fait, c'est comme d'habitude, c'est les progrès technologiques qui ont permis de développer la recherche. Est-ce que vous vous rappelez les Tintins, la licorne, où ils plongeaient avec une combinaison de scaphandrier, etc. Et puis c'était sur le bateau que l'on envoyait l'air, quoi. Voilà. Exactement. Puis on est revenu justement sur comment le scaphandre a pu être perfectionné, notamment avec le commandant Cousteau. Mais il n'y a pas que lui qui a travaillé là-dessus. Mais voilà, il y a eu différentes évolutions qui ont permis de pouvoir aller de plus en plus loin aussi, de plus en plus profond, pour pouvoir rester et explorer plus facilement finalement les épaves. Donc on est revenu un petit peu sur ces grands tournants, ces grandes dates finalement de l'archéologie sous-marine. Et puis évidemment, on a comme d'habitude donné la parole à différents spécialistes qui travaillent aujourd'hui à ce sujet-là. Donc on a posé les questions de qu'est-ce que peuvent nous apprendre les épaves, à quoi ça sert finalement de les étudier. On a appris qu'il y avait effectivement une possibilité de dater une épave, de quand le bateau pouvait date, quel âge il a, mais aussi le travail d'archives, parce que les archives peuvent aussi apporter des informations qui permettent par exemple de retracer les échanges maritimes qu'il pouvait y avoir à cette époque-là, la nature des marchandises, mais aussi des armes qui pouvaient être embarquées sur le bateau, l'identité de l'équipage, etc. Ce sont des archives qui étaient à terre, c'est ça, peut-être, avant que le bateau parte. Alors ça peut être aussi peut-être dans le bateau. On avait été à ce point-là, mais je pense qu'en général c'est vraiment sur les archives au niveau des administrations qui sont recoupées avec les informations qu'on peut avoir des vestiges en fait. Donc il y a vraiment un travail sous l'eau, un travail sur terre effectivement. On a aussi parlé de la façon dont peuvent être pillés les vestiges. Donc là on a fait un focus sur l'archéologie marine, mais c'est aussi valable bien sûr sur d'autres vestiges terrestres. Mais en fait on a appris que finalement c'est pas forcément des réseaux de criminels qui vont vraiment abîmer, fouiner, voler les objets archéologiques, mais parfois c'est simplement en fait des amateurs qui ne connaissent pas le cadre légal, qui ne sont pas forcément formés pour pouvoir savoir ce qu'il faut ou pas toucher. Donc ça permet d'explorer un peu les limites finalement de ces explorations. On parle aussi des dangers de certaines épaves. On pense aussi finalement aux bateaux des guerres mondiales. Qu'est-ce qu'elles renferment, qu'est-ce qu'il y a sous l'eau, parce qu'il y a des trésors bien évidemment, mais il peut y avoir des produits, des armes. Donc c'est important de connaître un peu. Et je peux vous dire que explorer, parce que je fais un peu de plongée sous-marine, explorer une épave, vous avez intérêt d'avoir un fil d'Ariane, sinon si vous pouvez vous perdre. Et malheureusement, il y a eu des accidents
accident grave là-dessus. Ça, c'est le danger pour les plongeurs, on va dire. Oui, c'est important aussi, effectivement. Bien sûr. Donc, en parlant de plongeurs, on a rencontré un monsieur qui s'appelle monsieur Benjamin Pépi, qui est chasseur d'épaves. Benjamin Pépi, oui. Ouais, alors je laisserai les auditeurs découvrir son portrait, parce que c'est une personne qui a plusieurs métiers, plusieurs casquettes, et qui est passionnée d'archéologie marine. Et c'est vraiment intéressant d'avoir son témoignage sur cette mission et la façon dont il travaille. C'est un exemple parmi tant d'autres, il est loin d'être le seul. Et puis, on a aussi posé la question de la conservation. Alors, finalement, quand on remonte une épave pour pouvoir l'étudier et la préserver, comment on fait pour ne pas la dégrader? Et finalement, il y a plusieurs dangers selon les matériaux, parce qu'il peut y avoir du métal, du bois. Bien sûr. Et donc, voilà, il y a des spécialistes qui sont vraiment formés dans la conservation et la restauration du patrimoine, à qui on a donné la parole et qui nous expliquent toute cette délicatesse et toutes ces techniques qui peuvent varier selon les matériaux. Donc, c'est vraiment passionnant. Et finalement, comme on le disait tout à l'heure, il y a du travail sous l'eau et du travail sur terre, donc je vous laisserai vraiment découvrir tout ça, mais il y a vraiment différents aspects. Curieusement, au niveau des épaves, il y a certaines épaves qui, pour les mêmes matériaux, les constituants, sont beaucoup mieux conservées que d'autres. Tout dépend de l'environnement où le bâtiment maritime a coulé, quoi. Exactement. Et puis depuis quand elles sont sous l'eau aussi. Bien sûr. Mais même parfois des bateaux qui ont coulé depuis des siècles, parfois sont très bien conservés et d'autres pas, quoi, en fonction des endroits et des lieux, quoi. Oui. Alors, on a fait le tour là pour ce très beau dossier sur la mer et le plus grand musée du monde. Et on va parler du Grand Cormoran, je crois, peut-être. Oui, effectivement. Voilà. Après la mer, le ciel et la terre. Des poissons qui disparaissent, certains, beaucoup, et pourquoi, voilà. Voilà, en fait, les scientifiques se posaient une question assez intéressante, c'est-à-dire qu'ils ont fait le constat que depuis 40 ans environ, les populations de certaines familles de poissons, donc là ils ont étudié notamment le saumon, diminuent en fait de façon assez inquiétante, et on pointait beaucoup du doigt le cormoran, parce que le cormoran se nourrit bien sûr de jeunes poissons. Donc ils ont fait tout un suivi en fait des populations dans la région pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc je donnerai pas la réponse, mais on a pu identifier si vraiment je peux pas tout dire. Non, visez Science Ouest. Mais l'idée c'était vraiment de savoir est-ce que finalement les cormorans sont vraiment des grands gourmands et est-ce que c'est eux qui sont la cause de cette perte-là. Donc c'est intéressant et puis ça permet de comprendre la méthodologie aussi des scientifiques sur le terrain, de découvrir comment ils peuvent suivre une population, comment elle se nourrit. Donc finalement ils ont compté, ils ont observé les individus qui étaient présents le long de l'eau jusqu'au littoral, et puis ils ont aussi étudié les pelotes de rejection. Donc c'est ce qu'ils recrachent finalement et qui permet de savoir ce qu'ils n'ont pas digéré et donc de savoir ce qu'ils ont mangé. Donc ça c'est assez intéressant et c'est vraiment des observations qui donnent des résultats très pertinents. Alors je disais le long de l'eau parce que je cherchais le nom de la rivière, c'était le Léguerre, c'était le long de la Léguerre. Voilà. Où se trouve cette rivière, Marion? Alors elle se poursuit en, je vais vous dire une bêtise. Et en plus, j'ai dit Léguerre, mais c'est le Légué, je pense, qu'on prononce, Bernard. Oui, il me semble. Je ne sais plus où elle est celle-ci. Oui, je pense c'est les Côtes d'Armor, mais je pense qu'il passe aussi en Ille-et-Vilaine. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, à prendre avec précaution. Nos auditeurs vont chercher, après tout. Oui. Non, c'est dans le 22. Je viens d'ouvrir, c'est dans le 22. C'est dans le 22, hein. Bon, d'accord. Oui, j'avais un peu peur. Bon, c'est le 22. Voilà. Alors, autre aspect aussi sur la méthanisation. Alors, il n'y a pas une unanimité en ce qui concerne cette technique qui consiste à partir de l'énergie venant de matière organique, à partir de matière organique, de fournir de l'énergie. C'est pas unanime avec les notions de digesteur, etc. Vous pouvez nous préciser un peu ça rapidement? Alors en fait, sans rentrer dans le détail, c'était important pour nous de faire le point parce qu'on en parle beaucoup. C'est un sujet qui est important d'ailleurs, surtout aujourd'hui autour des questions de l'énergie. Donc effectivement, sans rentrer dans le détail, on l'explique bien dans l'article, mais l'idée de la méthanisation, c'est vraiment d'utiliser de la matière organique pour produire de l'énergie. Donc en Bretagne, c'est vraiment une des régions qui recense le plus de méthanisation.
méthaniseurs en France. Donc on revient en fait sur le procédé, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ces dômes qui permettent vraiment de produire de cette énergie. Et puis on revient sur les avantages et les inconvénients. Et finalement, effectivement, on en développe de plus en plus, mais la recherche ne va pas elle ne va pas au même rythme finalement que cette filière. Et donc il y a encore des choses à prendre en compte. Il y a des précautions à avoir, et surtout la recherche se poursuit pour pouvoir bien comprendre les mécanismes et pour pouvoir un petit peu améliorer la façon de produire cette énergie. Donc c'est important de comprendre de quoi on parle. Nous, on n'est pas là pour donner notre avis, c'est vraiment de décortiquer le sujet et de comprendre les avantages, les inconvénients. Il y a vraiment des risques qui existent, et c'est important de les identifier, de les comprendre pour pouvoir mieux les gérer surtout. Voilà. Okay. Donc on est revenu sur ces sujets-là, ce qui permet, je pense, de bien comprendre, parce que c'est un peu comme tous les sujets, hein, on en parle, mais on revient pas toujours sur le principe, et c'était important de l'expliquer. Pour se faire une idée, ça c'est important. Donc un très, très bon article aussi. Il y a un autre aspect aussi qui est intéressant, c'est des travaux, quelque part, qui ont été faits par des élèves de classe de collège sur Rennes, sur 3 pans, notamment sur le fonctionnement de la mémoire. En l'occurrence, il est dit que une seule chose à la fois, c'est mieux que d'essayer de tout vouloir absorber, qu'il faut se souvenir pour apprendre et donc pour comprendre. Ça, c'est pour cet aspect-là. Et puis sur les cerveaux lents, pour que le cerveau soit moins lent, sans jeu de mots, le cerveau lent, c'est l'importance du petit déjeuner. Un bon petit déjeuner est essentiel. Alors les élèves d'un collège de Saint-Jacques-de-la-Lande, on parlait de ça. Et puis aussi, l'activité physique, ça c'est bien connu. Certes, on active la circulation sanguine au niveau du cerveau, mais on a remarqué que ça permettait de mieux réguler le stress, et tout ceci est aussi inducteur de sommeil, le fait de faire du sport aussi. Et le sommeil, c'est excellent également pour le cerveau. Voilà. Mais si vous avez quelque chose à ajouter, allez-y, c'est quelques points que j'ai notés. Non, je pense que c'est très complet. Je pense que c'est intéressant d'ajouter que ça a été réalisé en écho aussi avec l'exposition Incroyable Cerveau, que je vous invite à aller découvrir ou à redécouvrir. Voilà, l'idée c'était vraiment de revenir sur différents aspects, parce que le cerveau est vraiment notre ordinateur central finalement. et effectivement, avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, donc derrière l'hygiène de vie, on entend l'alimentation, l'activité physique et le bien-être, bien évidemment. C'est important pour avoir un cerveau en forme, en bon état, j'allais dire, mais vraiment en forme. Petit article aussi également du lycée de Sévigné, de Cesson-Sévigné plutôt, sur l'anorexie. Est-ce que c'est un phénomène sociétal ou biologique? Voilà, donc vous pourrez lire ça. Et enfin, moi j'ai noté des livres, il y a beaucoup de livres intéressants qui sont souvent signalés dans Science Ouest. Un livre sur l'histoire du temps, les histoires du temps, plus exactement, et un livre sur l'histoire naturelle du silence. Savoir écouter, c'est important aussi. Oui, et écouter le silence. Écouter le silence aussi. Je crois qu'on a fait le tour, Marion. Je crois bien. Bon, après, il y a encore plein de choses, mais on va laisser les lecteurs découvrir. Effectivement, je pense que c'est un numéro qui permet de voyager, encore une fois, dans tout le territoire breton. Je pense qu'on est allé un petit peu partout, et même sous l'eau, avec notre dossier sur l'archéologie marine. Je vous souhaite une bonne fin de préparation, ça d'ailleurs c'est déjà fait, pour le numéro du mois de juin sûrement. Et on se retrouvera nous au début juin pour ce sera le numéro d'été. Effectivement, le prochain couvrira juin, juillet, août. Donc ça sera le numéro 410 déjà. Et j'ai l'impression qu'on fêtait le 400 il y a quelques mois, mais c'est vrai, déjà il y a un an. Le temps passe vite. Voilà, donc on se retrouvera en juin, et puis après on se retrouvera en septembre. Absolument. Avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée, Marion. Également. Et à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices également, un bon week-end. Voilà. À très très bientôt.